bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. C'est l'heure de Territoire Sénat avec les titres de l'actualité parlementaire ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Le Sénat se penche depuis hier sur la réforme de l'école, un texte que les sénateurs ont profondément modifié. Ils ont notamment adopté un amendement qui prévoit la possibilité d'une retenue sur les allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme. La polémique ne faiblit pas après les propos de Pierre Médevielle sur le glyphosate. Le sénateur a remis en cause la dangerosité de l'herbicide de Monsanto. Le rapport auquel il a participé sera rendu public demain. La campagne des élections européennes a débuté officiellement lundi. Au Sénat est examiné demain un projet de loi sur l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France. C'est le texte qui adapte le futur scrutin à la situation compliquée dans laquelle se trouve le Royaume-Uni du fait du Brexit. Mais tout d'abord donc la polémique qui ne faiblit pas après les propos de Pierre Médevielle sur le glyphosate. Le sénateur a remis en cause la dangerosité de l'herbicide de Monsanto. Le rapport auquel il a participé sera rendu public demain au sein des groupes politiques au Sénat. Les avis sont partagés. Reportage Adrien Develay. Les propos de Pierre Médevielle gênent. Le sénateur de Haute-Garonne a déclaré qu'il n'avait aucune preuve de la dangerosité du glyphosate. Les réactions des autres sénateurs sont mitigées. On le connaît du fond de son travail, on le connaît du fond de ce qu'il était pharmacien. C'est un mec qui travaille beaucoup dans le vrai sens pour la santé des hommes et des femmes. Je pense qu'il a été mal compris parce que je connais bien Pierre. Il a eu sa façon de s'exprimer. Mais c'est devenu aujourd'hui, si vous voulez, le mot glyphosate, dès que vous commencez à le prononcer de façon pas tout à fait négative, on vous traite d'assassin. Moi, je prends la défense de Pierre Médevielle sans aucun état d'âme. Le sénateur Médevielle s'est appuyé sur un rapport parlementaire sur le travail des agences d'évaluation. Ce rapport ne porte donc pas sur le glyphosate et il n'a pas encore été rendu officiel. Le sénateur communiste Fabien Gay est perplexe. On ne parle pas individuellement avant qu'un rapport soit remis collectivement. Donc j'ai un petit doute. Est-ce que c'est pour cacher et créer une polémique avant la remise de ce rapport? Je ne comprends pas bien. Dans les autres groupes, certains reprochent à leurs collègues d'avoir remis en cause la dangerosité du glyphosate, alors que la justice américaine vient de condamner Monsanto à verser 2 milliards de dollars à un couple. D'abord, le glyphosate à haute dose est mauvais pour la santé. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui les agriculteurs s'habillent en scaphandrier pour pouvoir le diffuser. Et le glyphosate est reconnu cancérogène aux États-Unis. C'est faux de dire qu'il n'y a aucun danger avec le glyphosate. Je ne vois pas la justice américaine aujourd'hui condamner le Roundup, donc le glyphosate, et Monsanto a versé des milliards à des gens qui sont malades aux États-Unis sans aucune preuve. Le rapport sera officiellement rendu public jeudi. Le grand oral d'Agnès Buzyn sur la loi santé. La ministre était auditionnée hier sur cette réforme qui pose les bases d'une réorganisation de l'offre de soins en France, notamment des mesures destinées à lutter contre les déserts médicaux. Je vous propose d'écouter la ministre. Nous sommes face à un système de soins trop cloisonné entre ville, hôpital, médico-social, entre public et privé. Nous sommes face à un système qui ne permet pas la fluidité des parcours, la coordination entre professionnels, la qualité et la prévention. Notre stratégie s'articule donc en 3 axes. D'abord, offrir une meilleure qualité des prises en charge en plaçant l'usager au cœur du dispositif. Deuxièmement, à permettre une offre mieux structurée pour renforcer l'accès aux soins par un maillage territorial de proximité, de permettre que les métiers, les modes d'exercice et les pratiques professionnelles soient repensés pour être en phase avec les besoins d'aujourd'hui, les besoins de santé de nos concitoyens qui ne sont pas ceux d'hier, mais aussi en phase avec les attentes des professionnels. On en vient maintenant à la loi Blanquer, la réforme de l'école, un texte que les sénateurs ont commencé à examiner hier. Ils ont notamment adopté un amendement qui prévoit la possibilité d'une retenue sur les allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme. Adrien Develay. Le Sénat revoit la copie de Jean-Michel Blanquer et dès le premier article, le ministre de l'Éducation nationale se rallie à la version sénatoriale du texte. Celui-ci porte sur un point polémique, l'engagement et l'exemplarité des professeurs. Autant de mots très mal vécus au sein des enseignants qui y voient une marque de défiance. L'engagement des professeurs va de soi.
Il est consécutif à leur choix de devenir professeur. La droite sénatoriale, majoritaire, a voulu insister sur l'autorité du professeur et le respect qui lui est dû. Nouvelle version dont se satisfait pleinement Jean-Michel Blanquer. La rédaction par le Sénat apporte une amélioration. L'ajout du terme autorité est très important. Et évidemment, j'y souscris pleinement. Et cette question de l'exemplarité est peut-être source de malentendus, mais dissipons-le. Profitons de ce moment parlementaire, républicain, pour dissiper les éventuels malentendus que cela aurait fait naître. Puis, dans un second temps, la majorité sénatoriale a adopté un amendement visant à suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme des élèves. L'amendement fait donc de la responsabilisation des parents éducateurs de leurs enfants un élément clé de la lutte contre l'absentéisme au moyen d'un contrat de responsabilité parentale permettant de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. L'amendement déposé par le président du groupe LR, Bruno Retailleau, s'inspire directement de la loi Ciotti, supprimée par la gauche en 2013. Les socialistes du Sénat ont fermement dénoncé la mesure. D'où je viens, beaucoup ont été élevés grâce aux allocations familiales. Ce n'est pas l'enfant qui sera, lui, mis sur le banc des accusés, parce qu'il ira chercher ailleurs ce que vous lui avez enlevé dans la famille. Il ira le chercher ailleurs, chez les dealers, à l'école de la rue. L'amendement a quand même été adopté contre l'avis du ministre Jean-Michel Blanquer, mais ne devrait pas prospérer dans le cadre de la navette parlementaire. Et bien sûr, on va revenir sur ces sujets dans le face-à-face, l'interview politique dans un instant. C'est Jean-Marc Boyer, sénateur Les Républicains du Puy-de-Dôme, qui est notre invité. Bonjour Jean-Marc Boyer, je le disais, vous êtes sénateur Les Républicains du Puy-de-Dôme et bienvenue dans ce face-à-face. Bonjour. Bonjour Jean-Marc Boyer, on va parler avec vous de la loi Blanquer, la réforme de l'école qui est examinée depuis hier au Sénat. Pour le gouvernement, cette loi a deux objectifs: élever le niveau général des élèves et promouvoir la justice sociale. Est-ce que vous avez le sentiment que le texte répond à ces objectifs ? Écoutez, je crois qu'il y a des dispositions qui sont intéressantes dans ce projet de loi. D'ailleurs, que le rapporteur Max Brisson a vraiment mis en avant aussi. Et je tiens à saluer le travail remarquable qui a été fait par le rapporteur sur ce projet de loi. La scolarité des enfants à partir de 3 ans, c'est déjà une décision, une application qui se fait déjà au niveau national. Ça va concerner très peu d'enfants. Mais 26 000 élèves. Voilà, 26 000. Donc cela permet effectivement de rentrer dans la norme, quelque chose qui existait déjà au niveau... Sur ce point, sur la scolarisation de ces 26 000 élèves, il y a des inquiétudes qui concernent notamment le financement de cette mesure, des inquiétudes parce que les collectivités ont peur que ça pèse sur leurs finances. Bien sûr que les collectivités ont peur que ça pèse sur leurs finances, mais c'est déjà le cas. Pour la grande majorité de ces élèves, c'est déjà les communes qui participent au financement et à l'organisation scolaire dans leur commune. Et en particulier, je reviens sur l'article 6 quater en particulier, qui est où j'ai déposé un amendement de suppression de cet article parce qu'il me paraît excessivement dangereux pour la responsabilité du maire. Il prévoit la possibilité effectivement de fusionner les écoles et les collèges dans certains territoires. Alors c'est une possibilité. C'est une possibilité qui est offerte. Mais vous savez, quand il y a une possibilité qui est offerte à l'éducation nationale, elle s'engouffre dans la brèche. Et on a des exemples. Dans mon département, j'ai un exemple où effectivement, à travers des conventions pluriannuelle d'organisation de la scolarité et des écoles sur un territoire, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de mainmise de l'éducation nationale qui veut essayer, à travers des suppressions de classes ou des regroupements pédagogiques, etc., de vouloir organiser l'enseignement sur les territoires. Et ça ne va pas dans le sens de ce que souhaitent les élus sur le terrain, parce que bien souvent, les élus sont écartés de ces décisions. On fait semblant de leur faire croire que c'est eux qui prennent la décision, mais au contraire, c'est effectivement l'éducation nationale qui la prend. Pourtant, le gouvernement, le ministre Jean-Michel Blanquer vous répond, ça permettra plus d'efficacité, ces regroupements. Écoutez, moi je suis un élu rural. Je connais assez bien le fonctionnement. J'ai été enseignant aussi pendant 38 ans. J'étais maire pendant 28 ans, donc je connais bien la relation entre les deux. Je crois qu'il faut absolument que l'école primaire et élémentaire reste sous la responsabilité de la structure de l'école à la commune. Il faut, à mon avis, aujourd'hui, et d'ailleurs tout le mouvement social qu'il y a eu ces derniers temps, demande à ce qu'il y ait
un aménagement du territoire, qu'il y ait une recentralisation des décisions et que le maire reste le responsable de son école. Pas de l'enseignement, bien sûr, on est bien d'accord, mais sur la structure scolaire, il faut que le maire reste, que le clocher reste au centre du village et que l'école reste au centre de la commune. Ça me paraît absolument essentiel aujourd'hui. Hier, lors de la discussion générale, Jean-Michel Blanquer a fustigé les mensonges, les rumeurs qui ont entouré effectivement l'examen de ce projet de loi. Est-ce que toutes les inquiétudes des enseignants, des professeurs, des parents d'élèves, elles sont infondées ? Non, je ne dis pas qu'elles sont infondées. Je crois qu'il y a des choses... Dans ce projet de loi, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Et hier soir, j'étais sur la discussion de ce projet de loi. Tout ce qui concerne l'autorité de l'enseignant, l'exemplarité des enseignants et le respect, j'insiste, le respect que les élèves et les parents doivent avoir vis-à-vis des enseignants. Je crois qu'il faut redonner des lettres de noblesse dans la société au rôle de l'enseignant. Ça me paraît absolument essentiel. Ça a été voté hier soir, c'est l'article qui a été voté hier soir, le devoir d'exemplarité. Devoir d'exemplarité, ça me paraît absolument essentiel. En tant qu'enseignant, ça ne me gêne pas du tout de le dire. Je sais qu'ils sont exemplaires, les enseignants, mais qu'on le mette dans la loi, ça me paraît absolument essentiel. Et que vous comprenez pour les enseignants, certains s'en offusquent de ce terme. Mais il ne faut pas s'offusquer de ça. Je pense que on ne peut pas demander obligatoirement, ça ne peut pas aller dans un sens, le respect des élèves et des parents vis-à-vis des enseignants. Il faut aussi que les enseignants soient exemplaires dans leur fonctionnement, dans leur manière de faire. Je voudrais préciser que c'est le cas dans la grande majorité des cas, mais c'est important de le mettre dans le texte de loi. Vous avez également déposé un amendement pour maintenir les écoles à classe unique dans les zones de montagne. Vous avez une réelle inquiétude sur leur disparition ? C'est-à-dire, c'était déjà le cas depuis ces dernières années, où on savait que, on sait dans les différentes discussions qu'il y a, qu'à partir du moment où il y a des diminutions d'effectifs, on en arrive, et l'Association nationale des élus de la montagne, à ce sujet-là, a fait un travail très important sur le maintien de ces classes uniques. Moi, je suis originaire d'une classe unique dans ma petite commune du Puy-de-Dôme, donc je connais assez bien le sujet et ça me paraît important de conserver ces structures éducatives sur nos territoires. Ça participe vraiment à l'aménagement du territoire et il faut que lorsqu'on parle du dédoublement des classes dans les zones prioritaires, il faut considérer que les zones de montagne, que les zones rurales qui sont éloignées, qui sont isolées, font partie aussi des zones prioritaires et ça, ce n'est pas dans le projet, dans la proposition de loi et j'aurais bien aimé que ça y soit. Pour terminer, on va parler d'un tout autre sujet, les élections européennes. Vous soutenez le candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy. Vous étiez présent au meeting de Clermont-Ferrand. Votre candidat, François-Xavier Bellamy, perd 3 points ce matin dans un sondage Elab. Comment vous expliquez cette chute alors que ça semblait commencer à prendre, j'allais dire ? Moi, je ne m'explique pas. Non, il n'y a pas de chute. Ça, je crois qu'il y a une dynamique au contraire. Moi, j'ai vu, vous savez, à Clermont-Ferrand, il y a longtemps que je n'avais pas vu une réunion politique avec une telle ferveur. On attendait 500, 600 personnes, il y a eu 1000 personnes. Et un enthousiasme, quelque chose que j'ai senti, que je n'avais pas senti depuis de très nombreuses années. Je crois que François-Xavier Bellamy donne dans cette campagne une hauteur de vue qu'on n'avait pas jusqu'ici. Il le fait avec simplicité, avec ses compétences intellectuelles et philosophiques qui ressortent, mais qui restent pour le public, qui restent très, très accessibles. Et il donne, c'est peut-être un peu antinomique ce que je dis, mais il donne une dynamique tranquille à cette campagne qui petit à petit grignote dans les sondages. Et on verra le meilleur sondage qu'il y aura, ce sera le jour de l'élection. Et je pense qu'on aura quelques surprises. Mais néanmoins, il manque quoi pour passer ? Alors aujourd'hui, voilà, le sondage de ce matin, c'est 11%, donc on va dire 11-12%. Pour passer de 11-12% à 20%, 20%, c'est le score qu'avait fait François Fillon lors du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, non, mais enfin, vous n'êtes pas sans savoir que Emmanuel Macron a été élu président de la République, que François Fillon n'est plus là. Emmanuel Macron était présent au premier tour, François Fillon a fait 20%. Moi, je ne pars pas de 11% aujourd'hui pour François-Xavier Bellamy. Je pars plutôt autour de 14-15, et je pense qu'il finira plus haut que ça. Et que le mouvement En Marche aura effectivement plus de mal qu'on peut l'imaginer. Cette élection ne doit pas se jouer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Je suis désolé. Ils se font la courte échelle tous les deux. Ça les aide bien. Ça les facilite dans leur manière de faire. Je trouve inadmissible qu'il n'y ait qu'un seul débat entre Madame Loiseau et M. Bardella. Je trouve que c'est réduire la campagne. Il y a 34 listes dans cette élection. On réduit la campagne à un duel. Et il y a la troisième voie, Bellamy, qui me paraît la meilleure pour une politique européenne. Jean-Marc Boyer, je vais vous ramener à votre circonscription. Vous êtes un élu rural, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Vous avez insisté là-dessus. L'INSEE a dévoilé il y a quelques mois des chiffres sur la désertification qui concerne votre département. Oui. Les campagnes éloignées des villes continuent de se vider totalement, tandis que les grandes agglomérations, notamment Clermont-Ferrand bien sûr, la métropole, attendent et attirent de plus en plus d'habitants. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, élu local, rural, sénateur, contre ça? La métropole attire, notamment en termes d'attractivité pour l'emploi, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Vous savez, je crois que ce qu'il faut surtout, on a eu la loi sur la mobilité dernièrement. Cette loi sur la mobilité doit permettre de désenclaver nos territoires. Parce que si on veut que la population, les gens, viennent habiter sur nos territoires, il faut qu'il y ait du travail et il faut qu'il y ait des services. Et il faut que les gens puissent se déplacer. Mais je disais dans la montagne, qui est notre partenaire, qui a un village qui a 13 habitants aujourd'hui. Oui. Donc comment ramener des gens dans ces villages? Je dirais même qu'il y a des villages qui ont moins d'habitants que ça. Donc pour ramener des gens dans ces villages, il faut que les gens puissent se déplacer. Il faut qu'il y ait un travail très important qui doit être fait sur la mobilité et sur les voies de communication, en particulier les routes. Et je ne voudrais pas parler de 80 km/h, puisque ce n'est pas le sujet vraiment de la journée, mais je crois que ce sujet est très important et on doit absolument désenclaver à travers le réseau routier, le covoiturage, etc. C'est des choses qui se mettent en place et on ne pourra qu'y arriver de cette manière-là. Et on se bat, vous savez, tous les jours pour essayer d'arriver à faire en sorte que nos campagnes puissent revivre et avoir de nouveau des enfants dans les écoles. Merci beaucoup. Les Républicains du Puy-de-Dôme. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, ça va rien. À 14h30, il faudra suivre la suite de l'examen du projet de loi sur la réforme de l'école, un texte qui cristallise les oppositions syndicales et politiques contre lui. Hier, les sénateurs ont adopté l'article 1 sur le devoir d'exemplarité. Ils ont également voté un amendement qui prévoit la possibilité d'une retenue sur les allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme. À 15h, une table ronde sur le groupe de suivi du retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'Union européenne. Un événement organisé conjointement par les commissions d'affaires étrangères et les commissions d'affaires européennes. Et puis enfin, autre temps fort à 17h, l'audition de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018. Audition devant la commission des finances du Sénat. Voilà, maintenant nous allons passer à la séquence éclairage. Elle s'appelle l'œil 2. On la retrouve dans un instant. À tout de suite. Bonjour, on accueille Christian Lequesne, professeur à Sciences Po. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour. Tentez de nous éclairer. Bonjour Christian Lequesne. Demain est Bonjour. examiné au Sénat le projet de loi sur l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France. En fait, c'est le texte qui adapte le futur scrutin, les futures élections européennes à la situation difficile, compliquée, kafkaïenne du Royaume-Uni aujourd'hui du fait du Brexit. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on avait organisé les élections européennes en se disant que le Brexit allait avoir lieu le 31 mars. Or, ce Brexit n'a pas eu lieu. Il y a eu une extension de la période de négociation. Et on avait, avec le Brexit, décidé de diminuer le nombre de parlementaires européens et de réattribuer ces parlementaires britanniques en partie à un certain nombre de pays, dont la France. Et là, que se passe-t-il ? Le Brexit n'a pas eu lieu. Donc on va voter sur la base de l'ancien système, c'est-à-dire 74 députés pour la France au lieu de 79. Et lorsque le Brexit aura lieu, eh bien, il faudra réaffecter 5 nouveaux députés. Et c'est cela que la loi essaie d'organiser. Voilà. Donc en clair, la France, du fait du Brexit, a obtenu 5 sièges supplémentaires. Mais ces députés, ils n'entreront en fonction que le jour où le Brexit sera devenu une réalité.
Exactement. Alors, c'est très clairement dans le texte de loi. Ça va être négocié aussi au niveau européen. Je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes. Mais enfin, on n'est pas à l'abri d'un député britannique ou deux qui décide de faire de la résistance en disant, vous savez, mon mandat n'est pas un mandat lié au gouvernement, je représente le peuple, etc. Donc il peut y avoir des contentieux. Que se passera-t-il? Qu'est-ce que les textes prévoient dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, si les députés élus le 26 mai, les députés britanniques décident de rester siéger au Parlement européen? Alors, dans ce cas-là, il y aura un contentieux. D'abord, ça se réglera par la voie politique. Ça pourra aller jusqu'à la Cour de justice des communautés européennes, qui est compétente en matière constitutionnelle pour toutes les affaires européennes. Mais enfin, très honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait trop de problèmes de cette nature. Autre cas de figure, que se passera-t-il si le Brexit n'est jamais mis en œuvre, si finalement les Anglais, c'est une possibilité, décident de revoter? Il y aura 5 Français qui auront été élus, mais qui ne siégeront jamais au Parlement européen. Je le crains. Oui, ça sera terrible pour eux, parce qu'ils se sont préparés à cela, mais on restera dans ce cas-là avec l'ancienne configuration, sauf s'il y a une discussion entre les États. Mais je crois que l'hypothèse la plus probable, effectivement, si le Brexit n'a pas lieu, c'est que ces députés ne siègent jamais. Qu'est-ce que ça change au Parlement européen que les Anglais restent pour l'instant? Alors ça change un peu la composition des groupes politiques, en particulier les sociodémocrates, parce que le parti Labour travailliste va envoyer vraisemblablement un nombre de députés assez important, et puis ça renforcera un petit peu les eurosceptiques avec le parti UKIP, le fameux parti de monsieur Farage. Mais fondamentalement, quand on regarde les projections globales, ça n'a pas une conséquence ou un impact très significatif. La majorité politique au Parlement ne va pas être tant bouleversée que ça Non, sachant que le gros problème, c'est que les deux grands partis politiques qui sont au centre-gauche, les sociodémocrates, et au centre-droit, le Parti populaire européen, pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, n'auront pas la majorité. Donc ils devront composer avec d'autres groupes, donc ce qui veut dire que la fluidité des alliances sera beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'a été jusqu'alors. Et la majorité du 26 mai ne sera pas la majorité dans 6 mois si le Brexit a lieu, c'est bien ça? Une fois que les Anglais seront sortis. Oui, mais ça changera un petit peu, mais pas fondamentalement, si vous voulez, les questions de majorité au sein du Parlement, puisque les projections montrent que dans les deux cas, Brexit effectif ou pas Brexit, on n'aura pas la majorité entre les deux grands partis. Et ça, c'est un grand changement, parce que jusqu'à présent, ces deux partis ont toujours eu une majorité très confortable, 55% des voix actuellement, ce qui veut dire qu'ils pouvaient à peu près se mettre d'accord sur tout, les nominations, les grandes décisions, etc. Ça va changer. C'est à suivre, donc. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Merci Christian Lequesne, professeur à Sciences Po. Et tout de suite, on passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. On démarre évidemment avec la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA, et c'est l'hommage aux héros à la une de ce grand quotidien du groupe EBRA. Hommage national hier, hommage solennel pour les 2 membres des forces spéciales tués en libérant des otages au Burkina Faso. Emmanuel Macron a salué le sacrifice suprême des héros lors d'une cérémonie aux Invalides. La nation, militaire et classe politique à l'unisson, foule massée à l'extérieur, a honoré ces 2 soldats hors normes, comme peu d'armées dans le monde ont la chance d'en compter, selon les mots du président. La mission a été périlleuse mais nécessaire, car la France n'abandonne jamais ses enfants, a conclu le chef de l'État. Voilà, si vous avez des addictions au tabac, à l'alcool, au cannabis, aux écrans même, eh bien, c'est la une de Presse Océan qui vous intéresse aujourd'hui, avec le fléau des addictions. 3 millions d'euros par an, c'est la somme que va débourser jusqu'en 2022 la région Pays de la Loire pour lutter contre les addictions et notamment la prévention de ces addictions, tabac, alcool, cannabis. L'Agence régionale de santé a lancé un nouveau programme régional des addictions. Il est notamment prévu d'amplifier les interventions dans les différents milieux de vie, au plus près des usagers, les écoles, les universités, les prisons, les entreprises ou encore les maternités. Sujet très sensible à la une de Sud-Ouest. Le grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine
près de 6% d'augmentation. Pourquoi elle va encore augmenter? Il s'agit de l'électricité, Saveria. Dès le mois prochain, la facture de 25 millions de ménages va grimper, 5,9% d'augmentation en juin. Ça représente en moyenne une hausse de 85 € par an pour un ménage qui se chauffe à l'électricité. Mais selon le rapport du médiateur de l'électricité, la hausse sera plus élevée pour les précaires au logement mal isolé. Dans son rapport, Jean Gobert s'inquiète en effet des conséquences de cette hausse. Il souligne également un phénomène préoccupant, l'augmentation des mauvaises pratiques de plusieurs fournisseurs d'énergie, problèmes de facturation, démarchage abusif. Au total, 5500 litiges ont été signalés en 2018. Puis qu'est-ce que la French Fab? Eh bien, elle était à Épinal et c'est à la une de Vosges matin. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Le French Fab Tour était à Épinal pour promouvoir les métiers de l'industrie. C'est en fait une sorte de village itinérant destiné à promouvoir les métiers de l'industrie auprès des jeunes et des moins jeunes. Objectif de cette journée, intéresser un nouveau public, dépoussiérer l'image archaïque d'un domaine pourtant en constante évolution. L'industrie représente près de 30% des emplois salariés des Vosges. On retrouve dans le top 3 l'économie du bois, l'agroalimentaire et enfin la métallurgie. Merci Saveria et à demain. Nous on reste ensemble dans un instant. C'est la météo des territoires de Gilles Mourou avec au programme du soleil, du soleil et du soleil. C'est pas mal. Et ensuite c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos, entre autres chez nos confrères ce matin. On se retrouve après. À tout de suite. Au revoir. Très bonne journée. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Ces officiers mariniers étaient des soldats hors normes. Comme peu d'armées dans le monde ont la chance d'en compter. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a rendu hommage ce matin dans la cour des Invalides à Paris à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Ces deux militaires sont morts en fin de semaine dernière dans l'opération de libération des deux otages français enlevés le 1er mai au Bénin. Moi j'ai eu la chance de ne pas perdre d'hommes au combat. Le raid a perdu des hommes au combat bien évidemment. Moi j'ai eu la chance de ne pas les perdre. Mais j'ai vécu mon commandement du raid dans ces périodes abominables avec la peur de perdre quelqu'un. Le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello ont été pris, si je puis dire, à revers par des ravisseurs qui, sinon les attendaient, du moins avaient compris ce qui était en train de se passer. L'objectif, ça n'est pas immédiatement une armée européenne avec un commandement unique et avec des règles d'engagement uniques. Mais à terme, ce n'est pas ce que vous souhaitez ? L'objectif, c'est d'avoir des troupes, des armées européennes qui peuvent intervenir ensemble avec une habitude d'opération ensemble, avec une habitude d'entraînement, de planification et avec des matériels communs. Si jamais c'était une armée européenne, si pour intervenir au Sahel, il avait fallu avoir l'autorisation de la Suède, du Danemark, des pays de la Baltique, jamais ces pays n'auraient donné l'autorisation. Et donc nos soldats ne seraient pas là-bas. Je quitte la France insoumise sans dire que Jean-Luc Mélenchon est un dictateur, un stalinien ou Dracula ou qu'il boirait des bols de sang tous les matins. Ce n'est pas vrai, c'est une personne formidable. Malheureusement, la pensée mélenchoniste à laquelle j'ai adhéré, de la France indépendante, d'une république ferme face au communautarisme, d'un combat social fort,
aujourd'hui, je pense, est minoritaire au sein de la France insoumise. Il a constaté qu'à la France insoumise, il y avait une véritable dérive. Il y a une dérive sur le communautarisme, il y a une dérive dans les relations troubles avec le fondamentalisme islamiste, il y a une dérive dans le domaine de la laïcité, et que, par conséquent, il considère que sur tous ces sujets, le Rassemblement national est plus convaincu, plus crédible. Donc j'appelle à voter pour la seule liste, finalement, souverainiste, qui met en avant l'indépendance de la France et qui est la mieux à même de faire barrage à Emmanuel Macron et de faire barrage à ce rouleau compresseur antisocial qu'est Emmanuel Macron. Cette liste, c'est la liste de M. Bardella. Madame Le Pen, ce qu'elle déteste, c'est l'Europe. Ce qu'elle déteste, c'est les solutions pour faire face aux défis migratoires. Elle vit du problème, elle l'amplifie, elle le grossit, elle l'empire, parce que c'est dans le problème qu'elle espère exister. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve demain. L'invité de Territoire d'Info sur ce plateau en direct demain matin, ce sera Geoffroy Didier. Merci à tous et très bonne journée. À demain. Au revoir.